Officiellement, bonjour à tous, bonjour à ceux qui visionneront la vidéo a posteriori. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de corriger euh, le rapport d'expertise que je vous avais demandé vis-à-vis de la maison d'habitation. L'objectif, il est de vous donner un exemple, de valider la méthode d'apprentissage qui est connaître le bâtiment, l'analyser et prévoir des travaux. Donc voilà. Pour faire cette correction, dans un premier temps, je vous propose de vous présenter ma démarche et dans un deuxième temps, de corriger, de discuter ensemble de ce qui vous a surpris, pas surpris, etc. Pour ce faire, je vais partager mon écran. Donc voilà. Hop, partager. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ok. Alors, pour ce faire, donc j'ouvre un fichier Word concrètement. J'imagine que c'est la première chose que vous avez fait. Et on va arriver à mettre on va donner les idées. Après, ce que je disais, hein, la mise en forme, elle est propre à chacun, à son style d'écriture, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fond. Et du coup, on va essayer de travailler tous ensemble. Donc déjà, dans un rapport d'expertise, dans une analyse de pathologie, la première étape, elle est de connaître le bâtiment, et notamment ses fissures. Bâtiment, et notamment les pathologies, les causes de notre intervention. Donc, connaissance de notre intervention. Intervention. Alors, par rapport à ça, on va faire un petit résumé. Donc, je vous ai présenté une série de photos que vous aviez à votre disposition, donc qui présentaient notamment les fissures. Donc, fissures côté intérieur, fissures côté extérieur, côté cheminée, et enfin, troisième fissure qui est ici. Donc, dans les faits, c'est la cause de notre intervention, de ce rapport. Donc, il est quand même important de mettre ces photos, puisque cela représente l'état dans lequel nous sommes intervenus. Nous sommes venus faire le diagnostic. Donc, euh, par rapport à ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez plus, mais j'ai mis la date. Oh, ça plante. La date de notre intervention, la date de notre rapport fait finalement, euh, comment dire ça, c'est un acte à une date précise. Après, si ça évolue, on peut, voilà, enfin, ça évolue après, comment dire, ça va évoluer ou pas évoluer, mais lorsque l'on est venu, je sais pas si je suis très clair, mais lorsqu'on est venu, voilà, on a vu ça. Est-ce que je suis clair? Oui, non, voilà. Donc la date du rapport est vraiment l'une des choses extrêmement importantes. Une chose extrêmement importante. Donc voilà. Donc je présente le pourquoi on est venu. Là en l'occurrence, c'est les fissures. On y met les photos. Ça représente l'état dans lequel on a vu l'ouvrage et ce qui a entraîné aussi nos propositions, notre analyse. Et ça, c'est quand même très important. C'est finalement, on pourrait dire, un constat d'huissier. Même si on n'est pas huissier à proprement parler, c'est un constat. Lorsque l'on est venu, on a eu ces fissures, enfin, on a vu ces fissures. Hop, donc voilà les trois fissures. Et pour bien faire, on peut les localiser aussi. Donc c'est dans le rapport que j'ai mis, moi j'avais récupéré le fichier SketchUp et j'avais localisé mes trois photos. Voilà, donc photo 1, photo 2, photo 3. En l'occurrence ici 3. Bonsoir Emmanuel. Ok. Euh, Ensuite, une fois qu'on a fait le constat des fissures, de pourquoi notre intervention. Maintenant, il y a un deuxième document qui est important, enfin une deuxième ligne qui est importante, c'est les documents que l'on a à notre disposition. Documents à notre disposition.
fourni par le client ou non d'ailleurs. Alors, en l'occurrence, ici, document important que je vous avais communiqué, hop, on avait ici les préventions des risques majeurs. Donc, prévention des risques majeurs. Hop, mettre un gros titre quand même, puisqu'après, quand on va le mettre en forme, ce sera plus facile de s'y retrouver. Deuxième document qu'on avait à notre disposition, nous avions une étude de sol située 21 rue du Perret à la crèche, qui est juste à côté de la maison d'habitation. En effet, ça ne concerne pas la maison d'habitation, mais ça peut nous donner un a priori du terrain. Donc, hop, étude de sol, située 21 rue du Perret. Ensuite, troisième document qu'on avait à notre disposition qui est assez important, qui est, hop, la 1, 2, 3, les plans de la maison. Voilà, vous en aviez des extraits. Hop, pardon. Et la facture de l'extension. Donc, je reviens. Troisième document, facture des travaux de l'extension, ainsi et un plan initial de la maison. Et on peut même préciser que c'est un plan architectural. Alors pourquoi c'est important de préciser les documents qu'on a à notre disposition? En cas de litige, on peut nous appuyer sur les documents que nous avions à notre disposition et que le client nous a fournis. Ça évite aussi de mettre en quiproquo finalement ou en faire un amalgame sur ah bah oui mais il ne nous l'avait pas dit ou etc. Voilà, là c'est des documents écrits, on les a eu à notre disposition, on le précise. Donc maintenant, connaissance de notre intervention. Maintenant, intéressons-nous à la connaissance de l'ouvrage à proprement parler. Connaissance de l'ouvrage. Donc, pour vous aider, vous pouvez récupérer l'un des TD que je vous avais donné, qui vous donnait diverses questions pour vous aider à y penser. Vous avez à votre disposition aussi vos connaissances personnelles, des questions que vous êtes déjà posées puisque vous êtes fait avoir sur des chantiers précédents ou voilà, l'objectif c'est de se poser un tas de questions mais dans notre rapport de préciser les documents enfin les éléments qui nous ont intéressés. Donc déjà, moi, pour ma part, il y a un truc qui me paraît primordial dans la connaissance de l'ouvrage, c'est la nature de l'ouvrage. Donc ici, on est sur un bâtiment d'habitation. Alors pourquoi le préciser? Puisque si on change de destination de l'ouvrage, exemple passé en ERP, on va avoir des travaux qui sont et des réglementations surtout qui ne sont plus les mêmes. Donc bâtiment d'habitation. Ensuite, les éléments constitutifs de l'ouvrage. Enfin, la date de l'ouvrage, pardon, avant. Donc date de l'ouvrage. En l'occurrence, ici, on est en 1958, je vous avais dit. Alors, bon, moi j'ai triché, j'ai les plans qui sont scannés. Hop, 21 juillet 58. Donc date de l'ouvrage, 21 juillet 1958. Et extension en 1971. Hop, je vérifie, mais normalement c'est ça. Alors, pourquoi je vous avais pas communiqué ces plans? Alors déjà, je les ai eu qu'après, enfin, je les ai scannés qu'après le début du cours. Et puis ça me semblait pas forcément pertinent de vous les donner, puisque c'était des éléments qui pouvaient, je pense, vous perdre plus qu'autre chose. Hop, 60. Alors, on l'a pas là-dessus. Hop, mais on l'a peut-être là-dessus. Voilà, 71. Ici, on a la date. 29 septembre 71. Donc, extension en 1971.
Ensuite, quelle est la nature des éléments constitutifs? Nature des éléments constitutifs. Alors, là, en l'occurrence, on va mettre que ce que l'on connaît. Et les éléments qu'on connaît, on peut les trouver soit sur les devis, lorsque vous en avez, soit en visuel lors d'une visite. Donc là, en l'occurrence, les fondations existantes. Alors, on va faire même mieux que ça, on va faire un tableau. C'est un tableau, insertion, tableau, 3 colonnes. Alors, ici, on va mettre l'existant, l'extension. Hop, donc fondation. Sur l'extension, on sait, grâce au devis, que ce sont des fondations. Il est où? Hop. On sait que ce sont des fondations superficielles. Semelle en béton armé. Hop, je reviens. Semelle en béton armé. Je peux même prouver d'où je sors mes propos. Devis initial. Enfin, devis de l'extension. Ensuite, sur l'existant. Hop. Alors, sur l'existant, je vais vérifier, mais je ne sais pas si vous pouviez le savoir. Si, vous pouviez le savoir sur cette photo-là. Il y a un truc qui est assez intéressant. C'est qu'ici, les longueurs. Alors, on n'y voit pas forcément bien, mais ici, les longueurs des fondations, il y a un X. Alors, je vous explique pourquoi. Mais j'avais dû vous le dire à l'oral, lors de la dernière visioconférence. Ce sont des fondations profondes en bois, en pieux bois. Et d'où est-ce que vous sortez? Dire du client ou plan. Client. Ok. Je vérifie s'il n'y a pas des questions. Alors, je vais y venir vis-à-vis de l'étude de sol. Hop. Ensuite, on remonte. Alors, au niveau du plancher bas, RDC, on sait que ce sont ici une dalle, épaisseur 10, voire de vie. Hop, je vous fais voir, quand même. Forme de béton en 0,10. Voilà. Non. Et sur l'extension, pardon, ça c'est sur l'extension, et sur le devis, inconnu. Inconnu. Ensuite, au niveau des murs. Murs. Alors, sur l'extension, sur le devis, là encore, on sait que ce sont... Alors, sur le devis, on voit démolition de murs en briques. Donc, sur l'existant, on avait des murs en briques. Devis. Et sur l'extension, nous avions briques creuses en 0,20 et parpaing. Et au vu, alors après analyse, ça, on peut imaginer que c'est le libage. Et ça, au vu des surfaces, c'est les murs. Pour le moment, tout va bien dans mes explications ou pas? Mur en briques. Et là, briques creuses. Ça vous paraît cohérent pour le moment ou pas? Ensuite, donc je vois que c'est oui pour tout le monde. Ça vous paraît pas trop lent? Parce que sinon je peux faire la version plus rapide, mais je préfère passer du temps à expliquer. Très bien. Donc vis-à-vis des murs, on continue de monter. On a ensuite la charpente. Alors la charpente, je reprends mon devis. Je m'appuie beaucoup sur le devis. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si important de le mettre en annexe, qu'on avait ce document à notre disposition. Donc là, blocage de la charpente. Pas plus d'éléments sur la charpente existante.
Et on peut regarder pas beaucoup plus d'éléments sur la charpente de l'extension. En revanche, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Couverture en plaque fibro-ondulée. Alors, cette ligne-là nous indique deux choses. Déjà, elle nous indique que c'est une charpente légère, puisque la plaque fibro-ondulée, c'est léger. Ils n'ont pas dû mettre une charpente extraordinaire dessus. Donc existant, inconnu. En revanche, l'extension, charpente légère. Et on peut préciser plaque ondulée, voire de vie. Voire de vie, et on peut même le voir aussi sur les photos que vous aviez à votre disposition. Alors, je vous fais voir. Hop, on voit très bien ici. Vous voyez, sur le côté là. Alors, je sais que vous n'avez pas vu le chantier en vrai, mais ici, voilà, vous n'avez que deux zébrides sur toute la longueur. On voit très très bien ici. Si vous aviez été sur un site, vous l'auriez aussi vu, c'est bien, c'est toujours de la plaque ondulée. Donc charpente légère. Hop, voire de vie ou photo. Ok. Ensuite, concernant la couverture. Couverture. Sur l'extension, je reprends ma photo. Sur l'existant. Là, on n'a pas beaucoup plus d'éléments en vue de la photo. Alors, je peux vous le dire, même si ça sert à rien, c'est pour ça que je ne l'avais pas précisé. Même si ça ne sert à rien, je peux vous le dire, ce sont des tuiles. Et ici, c'est plaque ondulée. Bon, nature des éléments constitutifs, c'est bon. Dans le cours, pour répondre à l'une des questions, dans le cours, je vous dis que connaître la nature du sol est extrêmement importante. Donc connaissance du sol. Hop. Alors, connaissance du sol. Pour ça, vous aviez l'étude géotechnique. Alors, je ressors mon étude géotechnique, ici. On va zoomer un petit peu. Alors, il y a un truc qui est extrêmement important ici, c'est la profondeur en mètres. J'ai vu sur l'un des rapports, vous avez confondu. Et là, on n'est pas sur 90 cm, on est vraiment sur 9 mètres. Donc, on a 9 mètres de marne. Et si on va sur le site de Bergem, que je vous avais fortement conseillé, hop, donc moi j'avais déjà pris du temps, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Donc la maison elle est là, hop, on va compter là. Et alors, la maison elle est là, ici, c'est celle-ci. Et si on prend la carte les aléas à retrait gonflement, on s'aperçoit qu'on est vraiment en plein dedans. Donc, on a ici, connaissance du sol. On a 9 mètres de marne, maison située sur une maison située sur 9 sur un terrain constitué de 9 mètres de marne. Et donc, étude géotechnique, là encore, je prouve mes dires. C'est pas moi qui l'invente, c'est mes dires. Étude géotechnique. Et donc, terrain constitué de 9 mètres de marne euh, avec risque de retrait ou gonflement. Et là encore, pour prouver mes dires, je prends la source de mes propos. Hop, retrait gonflement. Bon. Et je peux même mettre en élément constitutif mon étude de sol. Alors, mon étude de sol, elle est ici. Hop, je la transfère ici. Alors, est-ce qu'on a prise? Il me l'a prise. Après la mise en page, les phrases, la correction, ça c'est autre chose. Mais voilà. Concernant la partie technique, on en est là. Ensuite,
Connaissance du sol. Donc connaissance de l'ouvrage, connaissance du sol. Qu'est-ce qui pourrait être important? Tiens, les risques, enfin les catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles. Hop, comme ça vous aviez le document à votre disposition que je vous avais déjà sorti. Donc, catastrophes naturelles. Donc je vais dans le document, ici, prévention des risques majeurs. Et dans ce document, il y a plusieurs choses qui sont importantes, mais notamment l'arrêté des catastrophes naturelles. Et quand on compare concrètement ce qui s'est passé, on s'aperçoit de plusieurs choses. On s'aperçoit que la plupart des arrêtés sont liés à des mouvements de terrain. Donc inondation, mouvement de terrain, inondation, 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 mouvement de terrain, mouvement de terrain, mouvement de terrain, mouvement de terrain et mouvement de terrain. Donc, ici, on peut les compter, mais catastrophes naturelles, la liste des catastrophes naturelles nous indique que la commune est fréquemment touchée par des mouvements de terrain et des inondations. Alors, pourquoi ça me semble important? On a dit juste avant que la nature du sol était argilo-gonflante, et on vient nous dire sur les arrêtés de catastrophes naturelles que le sol que la commune a subi de nombreux arrêtés liés à des mouvements de terrain. Ce qui peut peut-être nous orienter finalement sur la nature des catastrophes. Alors, catastrophes naturelles. Donc, après, on peut même le mettre en annexe si on a envie, l'arrêté des catastrophes naturelles. Donc, par exemple, voir annexe. Qu'est-ce qui pourrait être important? Alors, est-ce qu'il y a... Je reviens sur mon cours, tiens, je me pose la question. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Bah, je sais pas. Alors, on va prendre mon cours. Connaissant, Tiens, dans le TD du chapitre 5, ici. Alors, date de construction, modification potentielle. Alors, ah bah tiens, là, on peut peut-être y mettre l'ascenseur. On peut le mettre, bâtiment 1, hop, modification. Après, on peut le remettre dans l'ordre, dans un autre ordre, etc. Mais pour le moment, on y va à la volée. Donc, modification de l'ouvrage, on a eu donc l'extension en 71, mais aussi la pose d'un ascenseur sur lequel on a exclusivement les dires du client vis-à-vis de la date de pose. Donc pose en 2000, je ne sais plus combien je vous avais dit, 2006, 7, 10, je ne sais plus. Donc, pose en 2006, suivant les dires du client. Hop, point. Je corrige mes fautes au passage. Ah. Alors, je reviens sur mon cours. Modification potentielle, non. Nature de l'ouvrage, ça c'est bon. Parcelle au cadastre. Ah, cadastre. D'un point de vue cadastral. Donc, cadastre. Alors, le cadastre, je vous l'avais donné. Sur ce cadastre, qu'est-ce qu'on y voit? Alors, le cadastre, qu'est-ce qu'on y voit? Hop, je prends la photo, je la colle. Alors, sur ce cadastre, on voit deux choses. On voit déjà la maison, mais on peut constater que la maison est bordée d'eau. Donc, cadastre, elle est là, et on peut marquer particularité cadastrale, la maison est située très proche de l'eau. Donc ça, peut-être aussi que finalement dans cette nature de sol argilo-gonflante, l'eau n'est peut-être pas anodine.
Revenons sur notre TD. Bâtiment classé par ABF. Est-ce que ça peut nous intéresser ou pas? Peut-être pour les travaux à préconiser. Alors, divers, on peut rajouter une case divers. Bâtiment non classé par ABF, mais aussi n'est pas à proximité d'un bâtiment classé par un ABF. N'est pas à proximité d'un bâtiment classé par ABF. Hop, bâtiment classé par ABF. Alors pourquoi c'est important? Ouais, j'insiste. Ça, c'est important de le savoir pour les préconisations. On ne peut pas prévoir n'importe quoi si on est sur un bâtiment classé ABF et on peut encore ou un bâtiment qui est situé à proximité d'un bâtiment classé par les ABF. Ah, oui, Emmanuel est en train de d'écrire une question. Non? Si. Bon, le temps que ça s'écrive. Localisé près d'un monument classé? Non. Est-ce qu'il y a des vibrations? Ah bah tiens, ça c'est intéressant. Le bâtiment est placé près d'une départementale. La route de François, on peut le voir sur Mappy, est une route départementale. Près d'une départementale. Et on peut même aller plus loin, c'est qu'elle est située très proche de la départementale. La route, elle est ici, la maison est juste là. Pour information, il y a 3 mètres. Bon, dans les faits, vous ne pouviez pas le savoir, ça, mais on le voit clairement sur la parcelle. Donc, le bâtiment est placé près d'une départementale. Qui dit départementale dit qu'il y a un trafic régulier, constant. Et donc, potentiellement des vibrations. Engendrant notamment des vibrations. Vibrations. Point. Hop, je corrige ma petite faute. Bon, il y en a peut-être eu d'autres, mais celle-là, elle est indiquée. Ensuite, revenons. Alors, ça, c'est une petite question que je me pose, hein. Est-ce que la zone est classée dangereuse? A priori, non. Est-ce qu'il y a des pathologies connues? On en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a des éléments à surveiller? Ah, tiens, éléments à surveiller. Une très bonne question à se poser là. Est-ce que la fissure est évolutive? Est évolutive. Alors ça, on y répondra plus tard. Hop. Mais, n'empêche que je me suis posé la question, j'y pense, je le mets. Donc, hop. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de parler, en l'occurrence, pour notre ouvrage? On a parlé de la nature de l'ouvrage, on a parlé de la date de l'ouvrage, des modifications de l'ouvrage, des éléments constitutifs, on a parlé du sol, on a parlé de la catastrophe naturelle, des modifications de l'ouvrage, du cadastre, des particularités peut-être. Est-ce que vous voyez autre chose? Des choses qui pourraient être intéressantes, auxquelles vous avez pensé, puisqu'après tout, vous y avez travaillé. Ah, l'arbre. Excellent. Alors, divers. Ce fameux arbre. Alors, le sol, vous ne l'avez pas évoqué. Oui, en effet. Donc, euh, divers, on peut... Alors, comment on pourrait appeler ça? On le laisse dans divers ou on crée un nouveau chapitre? Bon, après, à voir. Mais en effet, il y a ce fameux arbre. Alors, on va le laisser dans divers. La parcelle possède un arbre, euh, de grande ampleur. Voici du à voir. Donc de grande ampleur, majestueux, on peut l'appeler comme on veut, mais n'empêche qu'il y a un grand arbre. On peut même y mettre, en l'occurrence ici, une photo. Alors, dans les photos que je vous avais données, on avait cette photo, qui est pas mal du tout. Hop, de manière, et là encore, j'insiste, on va prouver nos dires. Hop,
Excellent. Faisons un petit tour des photos. Voir si on n'a rien oublié. Alors, ah tiens, il y a un truc d'assez intéressant aussi. Cet escalier. On n'en a pas forcément parlé. On verra qu'on va en parler un peu plus tard. Du coup, ça me semble intéressant. Dans la nature des éléments constitutifs, on peut marquer un point accès. Hop. Et sur l'extension, on a un escalier en pierre. Et d'où est-ce qu'on sort? Photo ou visite. Photo. Hop. Revenons sur la photo. On va voir si on n'a rien oublié. Tac, tac, tac. Donc cet ascenseur, on en a parlé. Les plans, on les a évoqués. Le devis, on l'a évoqué. Est-ce qu'on a donc démolition du dallage? Ok, terrassement, semelle en béton armé, blocage isotherme, parpaing, briques saignées dans un mur, béton armé pour poutre et linteau, blocage de la charpente. Alors la poutre en béton armé, on n'en parle pas puisque finalement, visiblement, elle n'a pas bougé, elle n'a pas travaillé. Démolition, 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 réglage de déblais. Ah tiens, ça c'est pas mal. Réglage des déblais, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? Peut-être qu'on peut en conclure que le hérisson qui a été mis sur l'extension est finalement les déblais de l'existant. Alors, hop, on revient. Donc ici, fondation, et on peut mettre ici, hérisson, constitué des déblais de la démolition. Démolition. Alors, c'est une certitude ou une hypothèse? Dans le doute, hop, vous avez raison. Dans le doute, hypothèse, au vu du devis. Devis. Hop. Alors, ce devis, on en a sorti tout ce qu'on avait à en sortir. Alors, démolition, démolition, réglage des déblais, compris damage, forme de béton, regard en béton, canalisation, couverture, coupe droite, rivet. Ah, alors à vue de nez, on a listé tout ce qu'il y avait dans le devis. Mais il y a une petite logique à avoir sur ce genre de devis ou de facture. Il y a un truc, on a regardé ce qu'il y avait, on n'a pas regardé ce qu'il n'y avait pas. Il y a deux choses là, notamment à remarquer. Ici, déjà, on ne voit aucune, mais aucune étude technique. Je m'explique. Les semelles en béton armé, il les facture, mais on ne connaît pas les dimensions. Et pour cause, elles n'ont pas été dimensionnées. On peut peut-être le soulever. Il y a un deuxième truc qu'on n'a pas à la lecture de ce devis, c'est qu'on n'a pas de joint de dilatation ou de joint de rupture. Donc, hop, je corrige ma faute. Et ça, tiens, je l'ai vu, je me le mets à la fin. Alors, tac, 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 fissure évolutive ou non, le devis ne comporte pas d'étude structure, ni de joint de dilatation ou rupture. Ou de rupture. Vous l'aviez vu ça ou pas? Voir ce qu'il y a, c'est une chose, voir ce qu'il n'y a pas, c'est aussi important. Donc Elena, oui, Elena ne l'avait pas vu. Les autres? Virginie non plus. Voilà, ça c'est un réflexe à avoir. Oui, pas de joint de semelle, j'ai fait une hypothèse de dimension. Pas vu. Alors ça c'est vraiment un réflexe à avoir. Regardez ce qu'il y a, c'est bien, mais regardez ce qu'il n'y a pas, ce qu'il manque, c'est aussi important. Et le joint de dilatation, c'est peut-être anecdotique, ou c'est peut-être extrêmement important. Et l'étude structure, c'est peut-être anecdotique,
mais c'est peut-être aussi important. On le déterminera plus tard. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis un petit peu à la fin. N'empêche qu'on l'a vu, on le marque. Faire un nid. Tant que ça écrive, je passe à la suite. Alors, revenons sur nos photos. Hop. Alors, le cadastre, on en a parlé. La rivière, peut-être d'autres choses. Pas de maison à proximité. Bon. Cette fissure, on l'a placée. Là, il y a notre sol pleureur. Ok. Là, on peut voir sur cette photo aussi qu'il y a d'autres arbres autres que le sol pleureur à proximité de la maison. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? On peut le placer. La parcelle possède un arbre de grande ampleur, mais aussi plusieurs arbres situés proches de la maison. Et dans le doute, je vais y remettre ma photo. Hop. Alors, elle est où cette photo? Elle est ici. Hop, je la mets à côté. On la réduit. Très bien. Continuons nos photos. Alors, je suis ici. Alors, on a ce mur avec la rivière. Cette photo, est-ce qu'on l'exploite ou pas? À voir. On a le cadastre qui me dit déjà qu'on est proche de l'eau. Bon, à vous de choisir. Photo. Notre fissure, on l'a déjà marqué. Encore d'autres arbres. Est-ce qu'il faut le préciser ou pas? Alors, tous les artisans ne font pas appel à un bureau d'études. Alors non, en effet, tous les artisans ne font pas appel à un bureau d'études. Mais là, on parle quand même de fondation, de modification d'une structure. Euh, Ça, c'est une remarque intéressante. Alors, les artisans ne font pas appel à des bureaux d'études, mais là, on touche quand même à de l'existant. Vous êtes, alors je ne connais pas votre niveau d'études, mais visiblement, vous avez tous au moins un bac+2. Vous vous intéressez à, à ce module, vous êtes inscrit du moins. Visiblement, les calculs, c'est pas forcément votre truc, puisqu'il y a eu beaucoup de doléances sur ce sujet. N'empêche que avoir un minimum de connaissances structurelles, c'est important. Et là, on en a exactement la preuve. Et pour cause. Ici, si l'artisan s'est intéressé un tout petit peu à la nature du sol, ou un tout petit peu à l'instant, concrètement, plutôt que de faire un chantier sans faire appel à un bureau d'études, se serait rendu compte qu'on était sur des pieux sur l'existant et, et un sol gonflant, marneux. Donc oui, en effet, faire appel à un bureau d'études, c'est pas forcément nécessaire, mais quand on touche à de la démolition, à une poutre porteuse d'un mur porteur, etc., il y a un minimum à avoir. Et donc ce sol, euh, alors à la droite du forage, je vais y venir. Mais oui, ce sol sur 9 mètres induit clairement qu'on doit avoir des fondations profondes. Or, on l'a très bien vu sur le devis, on a des semelles filantes. Donc sans faire d'études, faire appel à un bureau d'études, on peut voir clairement que là, l'artisan s'est planté. Alors, les travaux, ils ont été faits depuis. Enfin, il y a des travaux qui ont été faits sur cette maison. Je vais vous faire voir une photo qui me semble très drôle et très important de vous faire voir. Puisque l'artisan, sur ce coup-là, il n'est pas forcément très très clair. Hop, Asus, travaux. Allez, euh, travaux. Alors, voilà. Moi, j'ai cassé la dalle depuis. Je sais pas si on le voit bien, mais alors peut-être pas sur cette photo-là. Hop, on va la fermer celle-là. Je vais en chercher une autre. Voilà. Ça, c'est l'extension. Voilà, il y a la cuisine là-bas, et ça, c'est l'extension. Regardez,
ça c'est les gravats de l'existant. Regardez l'épaisseur de gravat qu'il peut y avoir sur l'extension. On était à peine sur du 2 cm, 2-3 cm. Donc les 10 cm qui ont été placés, donc moi je peux l'incriminer puisque maintenant Chantilly il a 40 ans. Il y a entre guillemets prescription. Mais voilà, l'artisan il a fait des bêtises sur ce coup-là. Et notamment l'épaisseur de béton qu'il a vendu sur 10 cm et une fois cassé on s'aperçoit que ça fait à peine 2 cm. Là on voit bien sur ces photos. Voilà. Donc en effet l'artisan il fait pas appel à des bureaux d'études à chaque fois, mais il y a un minimum. Et notamment ne pas prévoir au moins un minimum de dimensionnement, ne pas préciser les fondations. Il y a un autre truc qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, c'est le prix. Le prix de l'artisan. Hop, regardez. Je sais pas si vous avez fait attention. Donc on est en francs. 4557 francs pour faire 12 mètres carrés. Ça me semble un peu léger, moi. J'y connais pas grand-chose. Je connais pas grand-chose des prix de l'époque. Vous pouvez le voir sur les visioconférences et sur la webcam. Je suis pas forcément très vieux. Mais 5000 francs pour 12 mètres carrés, ça me paraît quand même assez léger. On est sur 800 euros, quoi. Même si les prix ont augmenté depuis, ça me paraît assez léger quand même. Bon, pour répondre à la question d'Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a de marqué sur cette étude géothermique? Alors, déjà, on est sur du... Ici, on est en mètres. Vous pouvez expliquer tout ce qui est représenté à droite du forage. Alors, le forage, il est là. Ici, ce logo-là, c'est l'eau. Où est-ce qu'il y a l'eau? Donc ici, le forage, il a été fait. Vous voyez qu'il y avait l'eau tout de suite. Et ici, c'est voilà, s'il y a des tubages ou pas. Et les commentaires, puisqu'ici on est sur des choses qui sont assez, de manière assez automatique et on est sur vraiment une matrice. Alors, tubage. Le tubage, c'est pour le forage. Finalement, ils ont fait un puits, mais avec des tubes. Voilà. Je sais pas si je suis clair dans mes propos, mais c'est ni plus ni moins ça. Donc là, on est vraiment sur un forage, clairement. Ils ont été cherchés à plus de 30 mètres. Non, plus que ça. Ils ont été cherchés à plus de 100 mètres. Alors, je sais pas ce qu'ils ont été cherchés, 21 rue du Perret, mais ils ont été cherchés profond. Et ils ont fait un tubage, tout simplement. Alors, il y a prescription maintenant pour la semelle. Alors, tiens, c'est une bonne question. Euh, Est-ce que il y a prescription? On est sur de la structure, donc on est sur une assurance de type décennal, 10 ans, le chantier à 40 ans. Donc oui, il y a prescription. Ouais. Après, d'un point de vue légal, moi je suis pas avocat personnellement. De toute façon, j'imagine que l'artisan il a fermé, il est peut-être décédé malheureusement ce monsieur. Et de toute façon, ça me semble compliqué d'attaquer un artisan sur un chantier qui a 40 ans. Que signifie le FXX à côté? Alors, je le cherche parce que je le vois pas. Ah, F718. Alors, déjà, c'est des pouces. Et je pense que c'est le diamètre des tubes. Là, on est sur du 180 mm et là, sur du 156 mm. Voilà. Bon, nous, ce qui nous intéressait concrètement, hein, c'était cette partie-là. Est-ce que ça se faisait beaucoup, ce genre de faute, par les artisans? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Alors, à l'époque, finalement, on est sur vraiment la typologie des maisons d'avant 36, euh, enfin, d'avant 48, excusez-moi. On est vraiment sur cette typologie d'artisans qui n'appliquaient pas un règlement, qui faisaient en sachant que ça marchait approximativement, parce qu'ils l'avaient déjà fait. En fait, on est vraiment sur cette typologie-là. Et du coup, c'est aussi pour ça que je vous ai donné cette maison. C'était pour vous faire voir ça. Finalement, quand on ne suit pas un DTU, on ne sait pas forcément sur quoi on s'appuie.
Et en l'occurrence, ici, visiblement, l'artisan n'a pas suivi la réglementation, n'a pas suivi les DTU, et du coup, on peut en payer les conséquences après. Alors, tant d'un point de vue pathologie que d'un point de vue travaux derrière, si on en fait des travaux. Et donc, oui et non. Alors, c'est pas forcément une faute, c'est juste que l'artisan, ça devait être un vieux de la vieille, ça marchait. On ne sait pas, il était peut-être à la fin de carrière, on ne sait pas. Enfin, visiblement, ce monsieur n'a pas forcément suivi les règlements. Et plus vous avancerez dans l'histoire, plus les artisans n'ont pas forcément suivi les DTU, n'ont pas forcément suivi les Eurocodes. Et pour cause, c'est qu'avant 48, il n'y en avait pas, quoi. Tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Emmanuel? Hop, pour ça aussi, je voulais passer du temps à corriger ça. Alors, oulala, c'est que l'heure avance. 7h30, c'est que ça fait déjà 1 heure. Bon, on va avancer un petit peu. Bon, de toute façon, la connaissance de l'ouvrage, elle est faite. Maintenant, on en est à l'analyse. Constat, analyse, conclusion. Constat, analyse. Alors, l'analyse, elle est sous deux formes. Déjà, on a une analyse des pathologies. Donc, analyse des pathologies. Alors ici, on en a plusieurs. Et d'ailleurs, le chapitre 11, il est clairement pour compléter votre bibliothèque finalement de pathologie et bibliothèque des causes. Donc ici, les pathologies, il y en a eu plusieurs. Il y a eu déjà la nature des fondations de l'extension inappropriée à la nature du sol. Nature du sol. Point. Ensuite, j'écris à la volée, donc on va limiter la casse. Inappropriée à l'extension. Donc, voir étude de sol et de vie. Ce que j'analyse, je le prouve. C'est vraiment une démarche que vous devez constamment avoir. Voir étude de sol et facture de l'extension. Ensuite, deuxième cause. Et facture de l'extension. Deuxième cause. Ici, que on a de manière assez certaine, en deux, on a de manière assez certaine une pathologie liée à la nature, à la présence des arbres. Donc, présence des arbres qui sont trop près, Après, on peut développer ou non, mais voilà, on a des photos pour le prouver. On est clairement sur une distance inférieure à 1,5 fois la hauteur de l'ouvrage. Voilà. Là, clairement, on a la présence des arbres qui ont créé qui ont provoqué la pathologie des fissures. Et donc, pour le prouver, on a voir photo. Hop. Ensuite, continuons. Et là, ça devient un peu plus fin, plus subtil. On a la présence de l'escalier en pierre en bout, bout de maison. Voir photo, accès. Alors, si on calcule, alors moi je l'ai déjà fait, on va prendre celui-ci. Alors, si on calcule, on s'aperçoit qu'on a un escalier qui fait 1,3 tonne approximativement, pour une extension qui fait de manière totale environ 10 tonnes. On a un déséquilibre. Ici, on a sur 1 mètre carré, on a 1 tonne. Enfin, sur 1 mètre de long, on a 1,3 tonne et sur 4 mètres, on a 10 tonnes. On a un déséquilibre des forces. Déséquilibre des forces liées à l'escalier. On a une compression déséquilibrée sur le sol. Ça, c'est important de le souligner. Et alors, pour le prouver, voir calcul. Voir calcul. Et dernière
chose un peu plus fine, on a les vibrations du compresseur, de l'ascenseur qui ont créé, ont créé, une, euh, une séparation, alors il y a un terme hein, bien précis, hop, je le cherche. J'ai perdu le terme, excusez-moi. Vibration externe. Alors, une ségrégation. Voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé le mot. Une ségrégation du terrain. Et une stratification finalement. Alors une ségrégation, c'est l'exemple typique du tamis. Quand vous vibrez, il y a les gros morceaux qui vont en bas et les petits morceaux qui remontent. Et là, on est exactement là-dessus. Et finalement, les gros morceaux, ici, c'est les éléments porteurs du sol. Sauf qu'ils sont descendus, ils sont tombés en bas. Donc vous comprenez bien que le sol est du coup nettement moins porteur. Vous avez des questions par rapport à cet ascenseur qui a vibré ou pas? Est-ce que vous comprenez un petit peu la logique du truc? Bon. Farani me répond. Alors, il m'a posé beaucoup de problèmes, mais je comprends la logique. Voilà, on est vraiment sur cette logique-là. Alors ça, c'est assez subtil. Moi, je l'ai déterminé parce que je l'avais déjà vu sur un autre chantier. Et si ça, vous ne l'avez jamais vu, vous ne pouvez pas le trouver. Ou du moins, c'est compliqué de le trouver. Ce qui est important, c'est vraiment cette logique-là, de manière à pouvoir la réappliquer sur notre chantier. Si on va sur les régions à Paris, il y a beaucoup d'ascenseurs qui ont été posés dans les maisons type haussmannienne, etc. Et cette problématique des vibrations, il faut vraiment la traiter, quoi. Sinon, attention. Alors, oui, en effet, l'impact de l'ascenseur et des vibrations se retrouve au sol, mais aussi, et pour moi, alors ça c'est à prouver, hein, mais pour moi c'est aussi l'élément déclencheur. Il y a eu cet assèchement de terrain qu'on retrouve dans l'arrêté de catastrophe naturelle, mais pour moi c'était vraiment l'élément déclencheur. Puisque le déséquilibre des forces liées à l'escalier, il a toujours été là. L'arbre, il a été là depuis un certain temps, et les fondations, elles ont toujours été là. Par contre, ce qui a provoqué vraiment les désordres, c'est les vibrations de l'ascenseur. Peut-être présenté à cause de la circulation, ou faut-il des secousses brusques et répétées? Non, là, on est vraiment sur de la répétition. On est sur ce qu'on appelle de l'écrouissage. C'est, si vous voulez une image, c'est vous prenez quand vous prenez le bouchon de champagne et vous voulez couper le fil de fer en deux, vous le tordez, vous le retordez, vous le tordez, vous le retordez, vous le tordez, vous le retordez, et au bout d'un moment, il casse. Et là, on est sur un phénomène qu'on appelle d'écrouissage, et vous avez exactement le même principe les, sur les murs de vibrations répétées. Ok pour ça? Et après, bon, on peut avoir des causes mineures. Alors, ce que j'ai appelé les causes mineures. Alors, on a. Hop, je continue de dégrossir, hein, mais on en est là. Donc, les causes mineures, on a déjà une départementale à proximité. On imagine bien que le trafic a augmenté depuis 1971, qui n'a pas dû forcément ranger la pathologie. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Eh bien, on a peut-être un mauvais dimensionnement. Hop, excusez-moi. Donc on a une absence, alors pas forcément un mauvais dimensionnement, on a une absence de dimensionnement des fondations au vu de, du devis, du devis. Point. Je vais trouver d'autres trucs quand j'ai de manière un peu plus calme ou pas. Ah oui, insuffisance d'armature. Alors ça, c'est lié à... Alors ça, j'ai pu le voir en faisant le diagnostic de la caméra thermique. On voit clairement sur la photo ici. Il y a le spectre des parpaings.
il n'y a pas d'armature. Il n'y a aucun chaînage, il n'y a rien. C'est assez surprenant. Mais ça, bon, je dis pas le voix. Euh, Maintenant, question. Est-ce que la fissure est évolutive? Ça, c'est une réelle question. Fissure est-elle évolutive? Alors ça, on l'a vu. Hop. Est-ce que la fissure est évolutive? Oui, non. Alors, euh, au vu des causes de ce retrait de ce retrait gonflement lié à l'argile, la marne précisément, on peut se douter que la fissure est évolutive. Après, pour le prouver, il suffit juste d'un terrain plâtre hein, que vous venez poser, puis vous revenez quelques jours, quelques semaines plus tard et vous vérifiez si ça a craqué. La réponse ici, c'est que oui, la fissure est évolutive. Évolutive. Fissure évolutive. Alors, soit on le sait et on l'a prouvé grâce à un témoin plâtre, soit c'est une hypothèse que l'on fait en s'appuyant sur la nature du terrain. Et ensuite, je vous avais dit, dans l'analyse, il y a déjà l'analyse des pathologies, il y a aussi l'analyse des risques. Et finalement, l'analyse des risques, c'est un truc qui paraît assez bête. Donc, analyse des risques. Ah, c'est un truc qui paraît assez bête, mais qui finalement est juste primordial. Primordial pourquoi? Puisque de cette analyse des risques va dépendre l'intégralité des préconisations de travaux qu'on va faire. Alors, l'analyse des risques, il peut y en avoir plusieurs. Alors, quels peuvent être les risques? Déjà, vous pouvez avoir un risque lié à la structure. Vous pouvez avoir un risque lié, par exemple, à l'incendie. Vous pouvez avoir un risque. Là, je liste tous les risques qu'il peut y avoir. Donc, structure, incendie, humidité, thermique, acoustique, visuel, enfin esthétique du moins. Esthétique. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre Hop, je reviens sur mon cours, je triche un peu, mais vous l'avez. Fonctionnement. Oui, on peut avoir un problème de fonctionnement. Fonctionnement. Est-ce qu'on structurel, thermique, acoustique, étanchéité? Ah oui, on peut avoir un problème lié au développement durable. Exemple, je vais vous donner un truc caricatural, mais si on a une fissure sur un fût de centrale nucléaire, ça peut être assez problématique vis-à-vis de l'écologie du développement durable. Donc voilà. Maintenant, voilà, on peut en lister un certain nombre. Moi, je vais rester là-dessus. Alors, développement durable ici, rien du tout. Donc, on peut le supprimer. Lié au fonctionnement, est-ce que ces fissures-là empêchent le fonctionnement et du coup à l'habitant d'habiter dedans concrètement? Alors, peut-être, peut-être pourquoi? À cause de la thermique et de l'acoustique. Mais concrètement, il peut vivre dedans a priori. Donc, je supprime. Alors, esthétique, alors celui-là, dans l'analyse des risques, vous l'avez quasiment tout le temps. Pour la simple et unique raison, c'est que le client, il n'y connaît pas grand-chose. Et lui, il commence à s'inquiéter quand il trouve que ça fait moche sur sa maison. Ou du moins que ça fait bizarre. Donc la partie esthétique, vous l'avez enfin en général, vous le trouvez. Ensuite, ici, sur la partie acoustique. Alors oui, vous avez un pont acoustique. Alors, la fissure provoque un pont acoustique. Au même titre qu'un pont thermique. La fissure provoque un pont acoustique qui peut être plus ou moins gênant pour l'utilisateur. Provoque un pont acoustique et on va ici, dans le thermique, pour le coup, on va placer qu'il y a un pont thermique. Est-ce qu'il y a un problème d'humidité? Oui, on peut avoir des infiltrations d'humidité dans cette fissure. Infiltration d'humidité. D'humidité. Est-ce qu'il y a un problème d'incendie? A priori, on n'a pas de chauffage, enfin, sur l'extension, le système de chauffage n'est pas là, on n'a pas, bon, pas de gaz qui se balade, sinon je vous l'aurais dit. Donc non, en effet, il n'y a pas forcément de risque d'incendie. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a une réelle problématique structurelle? Est-ce que le bâtiment risque de s'effondrer? Est-ce que le bâtiment, cette fissure, est-ce qu'il y a un truc qui peut mettre concrètement en danger l'utilisateur vis-à-vis de la structure?
Alors maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu la structure. Et on va essayer d'analyser... hop, je vais prendre cette photo-là. Je vais vous prendre cette photo-là. Vous vous souvenez, ici, je vous avais dit qu'ici, on avait de la plaque fibrociment. Ondulée, plaque fibrée, ondulée. Alors, de ça, je vais faire un premier écran parce que je vais la travailler, cette photo. Hop. De ça, on peut déduire deux choses. Pourquoi il veut pas? Hop, CTRL V. Alors de ça, on peut déduire deux choses. C'est que déjà, le sens de portée des plaques, par définition, puisqu'elles sont posées dans la longueur, par définition, il est dans ce sens-là. Je sais pas si je suis clair avec mon titre ou pas. Hop, je vais refaire une jolie flèche. Il est dans ce sens-là. Voilà. Ce qui signifie que les poutres porteuses, la charpente, est dans ce sens-là. Hop. Comprenez ma logique ou pas? Sans même de faire de visite. Hein. Est-ce que vous comprenez cette logique? Très bien. Maintenant qu'on a compris ça, revenons sur... Alors moi j'ai le plan, mais vous aviez des petits schémas. Je me rappelle avoir fait ça lors de la visioconférence. Hop, je dézoome. On va pas prendre celui-là, on va prendre trop de photos d'ouvertes. Hop, on va fermer des trucs là, parce que ça non, ça... Hop, voilà. Alors, ma fissure, elle porte comme ça. Mon bâtiment, vous vous souvenez, il a tendance à vouloir partir. Paint. Mon bâtiment, il a tendance à vouloir partir par là. Donc concrètement, sachant que ma charpente est dans le sens de la longueur, ce bâtiment, je change de couleur, ce bâtiment, c'est un bloc monolithique. Il n'est en rien accroché au bâtiment existant. Comprenez en quoi c'est important ou pas? Je vois que c'est en train d'écrire. En effet, si ce bloc-là n'avait pas été totalement indépendant de la maison, il y aurait eu des dégâts sur la maison existante. Donc, ce bloc-là a tendance à vouloir partir comme ça, mais potentiellement revenir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La seule problématique qu'on pourrait avoir, c'est ici un problème d'étanchéité lié au zinc. Je n'arrive pas à le faire, mais voilà. Le seul problème qu'on a, il est ici. Visiblement, le zinc a suivi. Bon, on peut avoir une infiltration, a priori, mais on pourrait peut-être le traiter. Donc ce qui signifie, et c'est là où est toute l'importance de cette analyse de risque, ce qui signifie que ce bâtiment-là, le fait qu'il bouge, à part un risque d'infiltration d'humidité, de thermique et d'acoustique et d'esthétique, mais il n'a a priori aucun risque pour la structure. Et ça, c'est extrêmement important. Aucun risque au vu de la structure de l'ouvrage, indépendante de l'extension. Indépendante de l'extension. La structure de la maison ne risque rien, mais la structure de l'extension est tout de même en péril et présente donc un risque pour l'usager. Alors pourquoi pourquoi, enfin selon vous, ça semble être en danger? La maison, à l'heure actuelle, elle bouge, et elle n'a pas, enfin, elle a bougé, et alors elle s'est affaissée, en effet, il y a le plancher qui s'est affaissé, mais la maison, elle tient à l'heure actuelle. Donc pourquoi, même s'il y a eu des mauvais dimensionnements,
ça tient. Alors après, on peut renforcer, en effet, ça, c'est pas un problème. Alors, renforcer, mais il n'y a pas de ruine possible. Non. Et ça, c'est important, parce que de cette analyse de risque-là, va influer toutes nos préconisations de travaux. Donc oui, y compris dans l'extension. Il n'y a pas d'analyse de risque, au vu de la décomposition structurelle. Et c'est pour ça que j'ai insisté et que j'ai dit, ah là là, c'est important de faire des calculs et de comprendre que d'un point de vue structure, il y a des choses importantes, des enjeux importants. Quand on fait une réhabilitation, comprendre le fonctionnement de l'ouvrage, c'est important. Et comprendre, faire un petit calcul, alors ça vous a paru très compliqué, mais faire un calcul d'une poutre sur deux appuis, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Et c'est toujours le même calcul. Et de ça va dépendre finalement pas mal de choses sur pas mal de préconisations de travaux. Alors je sais que ça vous a pas fait plaisir de faire ces calculs et de revenir dans vos anciens cours, mais à mon sens, je me suis peut-être trompé, mais à mon sens, ça me paraît primordial. Puisque comprendre la structure vous permet de faire l'analyse de risque et vous permet concrètement de savoir s'il y a des travaux lourds ou non à prévoir. Alors, maintenant la question c'est ça. C'est l'analyse de risque. Maintenant on a l'analyse de risque. Donc, d'un point de vue ruine de l'ouvrage, a priori, non. Maintenant la question, alors, je reprends la petite photo. Hop, celle-là. Je fais un imprime écran. Hop, relevé. Alors ici, on a vu à l'heure actuelle la maison elle part dans ce sens-là. La question c'est est-ce qu'elle pourrait un jour partir dans ce sens-là? Là, concrètement, pour le moment elle n'est pas partie, mais concrètement un jour elle pourrait partir comme ça. Alors la question, et des travaux assez légers à préconiser, c'est ici, y placer à l'intersection, créer un goujon qui finalement pourrait reprendre ce joint de dilatation, ce joint même de ah, j'ai perdu le terme, je suis pas bon ce soir, mais créer un joint de fractionnement. Voilà. Mais ce joint de fractionnement euh, serait, je perds mes mots, c'est embêtant ça. Mais voilà, ce goujon permettrait de maîtriser voilà, le mouvement de l'extension. Donc, dans les travaux à prévoir, hop. Alors, je vais marquer préconisation numéro 1. C'est bien de laisser le choix au client. Quand même. Préconisation numéro 1. Alors, un goujon. Ensuite, on règle la partie humidité. Ben, un joint époxy. Et puis la partie thermique, est-ce qu'on peut trouver peut-être un joint ou créer une isolation qui permet de boucher ce pont thermique? À voir. Mais a priori, une isolation. Cette isolation, est-ce qu'on ne peut pas la prévoir thermique et acoustique? Est-ce que le joint époxy ou la solution qu'on préconise peut cumuler les trois? À voir. Est-ce qu'un tel matériel ou matériau existe? Alors, à voir. Pour moi, la préconisation que je donne, c'est de carrément réisoler toute la maison. Puisque la maison date d'avant 74 et visiblement, a priori, elle a été peu isolée. L'intérêt d'isoler aussi permet aussi de cacher les travaux. De cacher, oui, de cacher les travaux et notamment la mise en place du plomb. Alors cette préconisation numéro 1, alors oui, on peut aussi faire une ceinture, en effet. En fait, finalement, ces préconisations, on a tout un tas de préconisations qui sont envisageables. La question, c'est de savoir le compromis que va accepter le client. Travaux à prévoir, on est toujours sur, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est une question d'argent. Hein. Et plus ou moins on a d'argent, plus on est d'accord pour faire des compromis. Moi, si j'étais millionnaire, je vivrais dans un château. Sauf que je ne suis pas millionnaire, donc mon compromis, c'est de vivre dans une petite maison. Voilà. On a toujours une question de compromis. La question du compromis aussi, c'est de savoir qui c'est qui paye. Est-ce que ça rentre dans l'assurance ou non? La question elle est là. Donc si ça rentre dans l'assurance, les travaux à prévoir, entre guillemets, on peut préconiser des choses chères, si c'est le client qui paye.
pas forcément d'accord, ou il n'en a pas forcément les moyens de mettre beaucoup d'argent. Donc solution numéro 1, pas cher, c'est la partie, donc celle-là, les avantages, c'est le prix. Avantage, le prix. L'inconvénient, c'est que les travaux qu'on préconise ne permettent pas de, de pallier au risque esthétique. L'inconvénient, il est esthétique. Il y a une deuxième grosse problématique, c'est qu'on s'est quand même avancé sur la partie structure, mais peut-être qu'on se trompe. Ou peut-être qu'on se trompe pas. A priori, on est ingénieur, ou on s'y connaît, c'est nous qui nous y connaissons, c'est pour ça qu'on a été appelé, donc a priori, on ne se plante pas. Mais bon, voilà. Pour le moment, on a quand même un gros inconvénient qui est l'esthétique. De par cette fissure évolutive. C'est-à-dire qu'on pourra quand même mettre tous les joints, tout ce qu'on veut, cette fissure, elle est là. Et si on n'y travaille pas, enfin, elle est là. Et si ça, on est obligé de la laisser là. Alors, je vois qu'il y a des réactions. Alors, après, voilà. Tant que ça s'écrive, qu'il y ait des réactions, je continue mes préconisations. Alors, préconisation numéro 2. Numéro 2. Alors, je vais réutiliser la préconisation d'Andrea. C'est une ceinture au niveau. Alors, la ceinture au niveau des poutres. Alors, moi, je vais rentrer un petit peu là-dessus. Le bâtiment, il est sur pieux. Le bâtiment existant. Si on fait une ceinture au niveau des poutres, ça signifie qu'on s'accroche au bâtiment existant. Et le, peut-être que le bâtiment, enfin, les pieux n'ont pas été dimensionnés pour supporter une charge supplémentaire. Alors ben, l'avantage, c'est que ça permet, c'est l'esthétique. Esthétique. Mais que l'inconvénient, c'est que ça demande des études complémentaires. Études complémentaires. Après, il y a une troisième solution. Alors, préconisation numéro 3, on va utiliser l'arme atomique, entre guillemets, c'est les pieux, ou les micro-pieux en l'occurrence. Des micro-pieux qui vont jusqu'à 9 mètres de profondeur. Micro-pieux jusqu'à 9 mètres de profondeur. Grosse problématique de cette préconisation, c'est le prix. Donc, avantage, on bloque la fissure, on ne risque plus rien, on refait des fondations, on refait un système de fondation. Donc fissure non évolutive, la fissure devient non évolutive. Non évolutive. L'inconvénient, clairement, c'est le prix. C'est le prix. Et bloquer cette fissure, de par les micro-pieux, à part le côté esthétique, alors c'est très très cher, et à part le côté esthétique, on n'y voit pas grand-chose. Alors, à quoi les goujons n'ont pas le même effet que la ceinture sur la structure de la maison? Alors, les goujons, ils permettent, on peut regarder, hein. Hop. Alors, le fait de placer des goujons, hop, c'est à la fin, la ceinture elle est fixe. Il n'y a pas de possibilité de mouvement. Le goujon, lui, vous voyez ici, il y a une évolution, un mouvement possible. C'est-à-dire qu'on bloque la translation suivant X, suivant Z, mais on autorise la translation suivant X. Et tout l'intérêt du goujon, il est là. C'est que finalement, on met en contrainte la structure du bâtiment existant sur ce côté-là, sur la translation en Z, mais en aucun cas on le met sur X puisqu'on autorise la translation. Est-ce que je réponds à votre question, Elena? Voilà. D'où, en fait, la problématique de la ceinture, c'est ça, c'est qu'on n'autorise plus aucun mouvement et du coup, on met en contrainte le bâtiment d'à côté, quoi. Enfin, la partie existante. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a à peu près ça, il y a peut-être d'autres solutions, hein. Je ne vous dis pas le contraire, hein. Moi, c'est des solutions que je trouve, que j'ai répondu par rapport aussi à vos, à vos propositions. Maintenant qu'on a fait ça, on connaît sur quoi on s'appuie. On fait notre analyse de professionnel.
donc l'analyse des pathologies. Et vous voyez, sur les préconisations, il y a quand même un truc qui est vachement important, c'est que connaître la nature du sol, connaître la nature du bâtiment, savoir sur quoi on peut s'appuyer, c'est quand même primordial. Et du coup, faire la carte d'identité du bâtiment, c'est pas anodin. Et faire des recherches complémentaires, c'est pas anodin. Et faire des diagnostics de manière à connaître euh, la nature de l'ouvrage et connaître ce sur quoi on s'appuie, c'est primordial. Alors certes, ça coûte un peu de pognon, mais ça peut éviter des gros ennuis derrière, quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a toutes nos idées, hein, après je vous le fais pas, hein, vous savez faire, il suffit de faire un rapport, quoi. Un rapport avec des belles phrases et des belles photos, etc. Mais voilà, ce qui est important de garder à l'esprit aussi, c'est que quand on fait une analyse, il faut toujours prouver ce sur quoi on s'appuie. Voilà, le sol pleureur, bim, j'ai une photo. L'escalier, j'ai une photo, j'ai mon petit calcul. Alors, il y a des fois, il faut passer par le calcul, il y a des fois, il faut payer un technicien pour qu'il y aille. Il y a des fois, mais voilà, il faut toujours prouver d'où est-ce qu'on sort ces risques. Voilà. Donc connaître la nature de l'ouvrage, savoir sur quoi on s'appuie, c'est finalement quelque chose de primordial. Après, et je vais répondre finalement, mais je ne pouvais pas y répondre avant, je voulais que ça vienne de vous, mais vous voyez dans les préconisations, on fait que du préconisation sur du neuf, puisqu'on va faire du travaux neuf. Par contre, il faut quand même savoir ce sur quoi connaître les contraintes environnantes. Et parce que d'ailleurs, il y a un truc que je vous ai pas fait voir, mais les micropieux, si on met des micropieux, alors le micropieux c'est un chantier finalement neuf, sauf que l'environnement, il y a l'arbre, et les racines de l'arbre, si elles se développent et qu'il y a bon dans les micropieux, peuvent faire rompre les micropieux. Et donc connaître l'environnement de l'ouvrage, connaître l'environnement des travaux est primordial sur un chantier de rénovation, restauration, réhabilitation. Voilà. Donc dans les préconisations, si on fait la pose d'un micropieux, il faut couper l'arbre. Couper l'arbre. Tiens, revenons à la préconisation numéro 1. Et d'ailleurs, juste la préconisation numéro 1, où les travaux autorisent, et ça c'est important, continuent d'autoriser le déplacement du bâtiment. C'est intéressant de se dire, ok, on va laisser le bâtiment se déplacer, mais par contre, il y a quand même des fissures, donc on peut aussi essayer de limiter la casse, si je peux me permettre. Donc on peut aussi faire des préconisations complémentaires, c'est-à-dire c'est pas obligé, mais on peut le conseiller. Préconisation complémentaire. Donc là, en l'occurrence, il y a déjà une préconisation qui coûte pas cher du tout, c'est de mettre le compresseur sur starter block. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si vous regardez sur votre voiture, au niveau de votre ventilateur devant, vous avez des petits caoutchoucs noirs. Ces petits caoutchoucs noirs sont alors des starter blocks, moi j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est forcément le bon terme, mais c'est ces petits joints-là. L'objectif c'est de couper toute vibration qui vont du compresseur vers le sol et vers le bâtiment. Il y a un deuxième truc qu'on peut préconiser aussi, c'est la suppression de l'escalier. Suppression de l'escalier et le remplacer par un escalier plus léger, en bois par exemple. Donc, suppression de l'escalier et le remplacer par un escalier plus léger. Plus léger. Vis-à-vis de l'arbre, qui est, parce que je reprends les causes, hein, on avait l'ascenseur, je le mets sur starter block. On avait l'escalier qui était lourd, je le supprime. On avait donc compresseur sur starter block ou suppression, ou même carrément suppression ou suppression de l'ascenseur. Alors, Emmanuel me dit suppression de l'ascenseur. Vous avez marqué ça avant que je le propose ou après? J'ai pas vu. Donc oui, enfin voilà, la suppression de l'ascenseur peut être une solution. Moi, dans les faits, puisque je vous l'ai dit, c'est ma maison. Moi, j'ai supprimé l'ascenseur, carrément. J'ai aussi supprimé l'escalier. Et il y avait une autre cause, donc les fondations, j'y touche pas forcément. Par contre, il y avait une dernière cause, il y avait 4 causes. Il y avait l'arbre. Alors, l'arbre. La problématique, si je coupe l'arbre définitivement, il va y avoir les racines qui vont pourrir et donc créer un réseau de tunnels sous ma maison.
ce qui peut être accentuer finalement le tassement du sol et le mouvement de l'extension. Alors, il y a une deuxième problématique, à contrario, c'est que si on laisse l'arbre se développer, les racines vont se développer et ça va encore accentuer le mouvement du terrain. Alors la solution qui peut être préconisée, c'est couper l'arbre en θ. Puisque, alors, qu'est-ce qu'un arbre θ? L'objectif d'un arbre θ, c'est de couper les branches. Donc, ça se fait sur les frênes en général, dans le marais Provence. Frêne θ, pareil. Donc, dans le marais Provence, par exemple. Hop, vous voyez, on frêne θ. L'objectif, je vous fais voir en image, hein, l'objectif c'est de couper les racines, de couper les branches, de manière à ce qu'il n'y ait pas un développement trop fort des racines. Puisque les racines se développent par rapport aux feuillages qui peuvent être présents sur l'arbre. Voilà. Donc couper l'arbre en θ peut permettre d'éviter de le faire pourrir dans un premier temps, mais aussi peut permettre de limiter le développement des racines. Voilà. Donc après, vous faites des jolies phrases, des jolies photos, etc. Et vous avez un joli rapport. Je vois qu'il est 21h. Est-ce que vous avez des questions sur ma méthodologie? Est-ce que ça vous a apporté des choses? Est-ce que... voilà, la question est là. Peu importe j'ai envie de dire la méthodologie, moi, à mon sens, peu importe ce qu'on a, peu importe les causes, à mon sens, la connaissance du bâti, c'est primordial. Il faut toujours partir sur la notion constat, analyse, conclusion. Et là, je vous en ai fait la preuve. C'était très clair, merci. Est-ce que du coup, pour les quelques-uns qui sont là, vous comprenez un peu plus le pourquoi des TD et pourquoi j'ai voulu vous faire faire un petit peu de calcul? Même si je sais que ça vous a fortement embêté. Alors je vois les réponses, voilà. Est-ce que, voilà, on n'est pas sur dimensionner pour le plaisir de dimensionner. On est sur dimensionner pour prédimensionner finalement, pour avoir un ordre d'idée. Voilà. Est-ce que la structure, elle est suffisante ou est-ce qu'il va falloir prévoir des renforcements? Ça, c'est quand même une question qui est primordiale, quoi. Voilà. Puisque ça fait partie de notre analyse. Bon. J'espère que pour le coup, finalement, ce module explique tout le reste. De toute façon, à mon sens, ce chapitre, c'est finalement le point final du cours. Et du coup, il donne toute la logique de mon cours. Maintenant, la question, c'est que voilà, les causes, il faut en avoir vu encore, et encore, et encore, et avoir une espèce de bibliothèque de causes à l'esprit. Et finalement, le chapitre 11, c'est de mettre à profit le fait que vous soyez une trentaine, et de mettre à profit le fait que on peut avoir 30 cas différents. Alors dans les faits, les causes sont régulièrement les mêmes, mais il peut y avoir quelques variantes, et là-dessus, je compte sur vous pour essayer de les développer. On se revoit vendredi prochain, clairement, je prendrai vos rapports, et puis on regardera les causes que vous proposez. Alors je les mettrai même pas en cause. L'objectif, c'est de faire une espèce de catalogue de toutes les causes de pathologie qu'on peut trouver dans des bâtiments. L'objectif, c'est, on les a vues, on sait qu'on peut y repenser. Alors que si on ne les a jamais vues, on ne peut pas y penser, ou alors difficilement. Hop. Alors en effet, oui, vous devez les rendre demain. L'objectif, c'est ça, c'est de me laisser un petit peu de temps aussi pour analyser tout ce que vous avez fait et essayer de faire une espèce de bibliothèque. Hop. Bon, je supprime tout. Oula, je supprime toutes mes pages moi en attendant. Comme ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça peut-être. Non. Hop. Alors oui, vous pouvez intégrer quelques détails. Alors, dans les faits, c'est demain.
Mais si c'est après-demain ou dans 2-3 jours, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Surtout que vous êtes que 6 à avoir vu cette vidéo avant, donc je devrais m'en sortir. Voilà, moi mon objectif clairement c'est de vous faire acquérir une méthode qui soit exploitable dans l'entreprise. Faire des cours pour faire des cours, j'y vois pas forcément trop d'intérêt. Hein. Alors bonne soirée à tous. Allez, j'éteins l'enregistrement. Si vous voulez, je reste 5-10 minutes pour discuter un petit peu. Hop, arrêtez le partage. Je reviens sur ma page principale. Réunion, arrêtez l'enregistrement.